Quel est le lien entre psychologie et cancer? Je me suis longtemps posé cette question. En fait, c'est une interrogation que j'ai depuis un certain temps, que j'ai commencé à avoir quand j'ai commencé mon introspection suite aux périodes difficiles de ma maladie. Et en fait, cette question, elle est revenue lorsque j'ai débuté la lecture, que j'ai fini depuis bien évidemment, d'un excellent ouvrage sur les cas de guérison inexpliquée sur les cancers en phase terminale. Alors ce livre, que je vous recommande, je vais vous mettre le lien en description, c'est Ils étaient tous condamnés, du docteur Yann Tiberdien, qui en a d'ailleurs fait son sujet de thèse. Alors le livre aborde 11 récits, donc c'est 11 interviews en quelque sorte, de guérison de malades du cancer en phase terminale qui ont été menés sur le chemin de la guérison de manière inexpliquée par la médecine. Et en fait, ces cas particuliers donc, ont fait l'objet de la thèse du docteur Tiberdien et ont donc été validés scientifiquement comme n'ayant pas d'explication plausible, en tout cas pas vis-à-vis de la médecine allopathique telle qu'on la connaît. Alors le livre aborde aussi d'autres sujets, notamment l'approche psychologique, mentale de la maladie, avant son déclenchement, mais également après, donc dans les phases de rémission et de guérison. Alors, avant de discuter de la psychologie face à la maladie, et de vous donner mon avis sur cette relation entre le psyché et le cancer, je voulais faire deux petites remarques sur le fonctionnement du cancer au niveau physiologique. Ces deux petites remarques vont me permettre d'argumenter la suite de ma réflexion concernant la relation entre le psyché et la maladie. Alors, la première chose que j'ai découvert au travers de diverses lectures et au travers de diverses vidéos, ça a été la relative difficulté de cultiver les cellules cancéreuses in vitro. Alors, en fait, en réalité, aujourd'hui, il existe des études scientifiques où on a réussi à, entre guillemets, élever des cellules cancéreuses in vitro, mais ça n'est a priori pas le cas pour tous les types de cancers, et c'est techniquement très difficile à faire. Alors on peut se poser une question très simple, c'est que manque-t-il aux cellules cancéreuses in vitro pour se développer, sachant que in vivo dans le corps, elles prolifèrent littéralement et vont beaucoup plus vite que les autres cellules, alors qu'on arrive in vitro à cultiver par exemple des cellules souches, de la peau, etc. Donc ça c'est la première question. Alors en fait elle est liée au fonctionnement du cancer dans le corps. Les cellules cancéreuses se développent de façon anarchique dans le corps, et ce développement en fait ne peut pas être interrompu par une limitation des ressources nécessaires à leur développement. Le terme affamer le cancer n'est à mon sens pas réellement adapté, bien qu'il soit repris très largement dans la littérature autour du cancer, parce que les cellules cancéreuses ont cette faculté d'angiogénèse. Donc l'angiogénèse, c'est ce qui leur permet de former des nouveaux vaisseaux sanguins pour proliférer et s'alimenter plus facilement à partir des ressources de l'organisme. En d'autres termes, si elles ne trouvent pas suffisamment de quoi se nourrir, elles vont aller le chercher ailleurs. Je fais une petite parenthèse sur le sucre. Donc, j'y reviendrai, j'essaierai de trouver des éléments concrets pour en parler, parce qu'en fait, tout ce que j'ai trouvé aujourd'hui autour du sucre et de sa relation avec le cancer, en fait, il y a à boire et à manger, et on trouve des études scientifiques qui disent une chose et tout son contraire. Donc c'est assez difficile d'en tenir des conclusions. Quoi qu'il en soit, le sucre, c'est ce qui permet de nourrir les cellules, pas seulement les cellules cancéreuses, au travers d'un mécanisme qu'on appelle la glycolyse. Donc ça, on l'apprend en biologie au lycée. Moi, en tout cas, je l'avais appris au lycée il y a très longtemps. Et dans ce mécanisme, en fait, le glucose est transformé en ATP, adénosine triphosphate, qui est le carburant des cellules. Et ça se passe dans les mitochondries, qui sont, entre guillemets, les centrales électriques des cellules. Donc c'est ce qui permet de leur permet de créer de l'énergie. Et donc, en l'absence de sucre directement disponible, les cellules, qu'elles soient cancéreuses ou non, vont aller taper ailleurs. C'est pour ça que je dis affamer le cancer, c'est quelque chose qui m'étonne un peu, puisque moi je me souviens qu'on me disait qu'en fait, en nutrition sportive aussi, si on n'apporte pas de glucides et qu'on fait des gros efforts, en fait, le corps va aller chercher dans d'autres typologies de macronutriments, donc par exemple les protéines ou les graisses, les lipides. Je ferme la parenthèse sur le sucre. Tout ça pour se poser cette première question, simple. Qu'est-ce qui fait qu'in vitro, les cellules cancéreuses sont difficiles à reproduire, même si on les nourrit, alors qu'in vivo, elles prolifèrent extrêmement rapidement, avec les mêmes nutriments? Donc ça, c'est la première question.
Le deuxième aspect que je voulais aborder touche aux facteurs de risque liés au cancer. Alors quand je parle de facteurs de risque, en fait c'est les facteurs aggravants, c'est pas les facteurs déclencheurs. Donc là je parle du tabac, de l'alcool, des excès alimentaires qui entraînent l'obésité qui, elle, est un facteur reconnu aggravant de nombreux types de cancers, parce que le sucre directement, en réalité, le sucre va engendrer de l'obésité, et c'est cette obésité en fait qui va aggraver le risque de cancer. On peut parler aussi d'absence d'activité physique, de pollution, de perturbateurs endocriniens, d'exposition à des rayonnements, des facteurs génétiques, etc. Donc ça, ce sont des facteurs aggravants, mais qui ne sont pas déclencheurs de la maladie. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, les médecins parlent, quand on leur demande quelle est la cause d'un cancer, ils parlent de hasard ou de pas de chance. Dans mon cas, on m'a dit que, on m'a expliqué que le cancer c'était une maladie multifactorielle. Et en réalité, ils n'ont pas réellement d'explication à donner quant au déclencheur du cancer. On peut d'ailleurs, on connaît tous des cas de personnes qui ont développé un cancer du poumon qui n'avaient jamais fumé ou qui n'avaient jamais été exposés à de la pollution, ou d'autres qui déclenchent une cirrhose puis un cancer du foie alors qu'ils n'ont jamais bu d'alcool et jamais consommé de grandes quantités de sucre. Je prends mon cas personnel, pour revenir dessus, je n'ai jamais fumé, j'ai toujours mangé plutôt sainement, parce que je cuisine, j'adore cuisiner, donc je cuisine quasiment tout ce que je fais. J'ai des bonnes connaissances en nutrition, donc j'ai toujours su me complémenter au cours de ma vie. J'ai toujours fait beaucoup de sport. J'ai toujours consommé de l'alcool avec modération. Et je n'ai pas de prédisposition génétique pour le cancer colorectal. Et pourtant, je l'ai bien déclenché ce cancer. Donc en fait, ces deux éléments, comment font les cellules cancéreuses pour se développer, alors que, entre guillemets, on n'arrive pas à les faire proliférer en milieu in vitro, et le deuxième cas de tous ces facteurs, en fait, s'ils sont absents, ça m'amène à une approche psychologique ou psychosomatique de la maladie. Alors peut-être à tort, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai vraiment l'impression en fait que personne ne sait réellement si la psychologie réellement ou pas déclenchait certains cancers. Moi je pense que oui. Parce qu'en fait, si les cellules cancéreuses in vitro ont du mal à survivre, et si aucun facteur de risque ne concerne réellement le patient, pourquoi le cancer arrive ? La littérature scientifique d'ailleurs aborde très peu ce lien entre le psyché et la maladie. Dans l'étymologie du mot psychosomatique, somatiser, ça signifie échanger des problèmes d'ordre psychologique contre des souffrances ou des ennuis corporels. C'est pourtant l'aspect qui est, pour ainsi dire, toujours ignoré par les médecins. Je trouve d'ailleurs que, généralement, très peu de médecins sont sensibilisés à la psychologie face aux malades. Sauf erreur de ma part, durant le cursus de médecine, on ne forme pas les médecins à la psychologie. Il y a une forme de déshumanisation de la médecine, de spécialité. Ce n'est pas le cas de tous les médecins ou tous les spécialistes, mais dans la majorité des médecins, preuve d'une certaine froideur face aux patients. Contrairement d'ailleurs aux infirmières ou aux aides-soignantes, qui elles sont, peut-être parce qu'elles sont plus au contact, font beaucoup plus preuve d'empathie et d'écoute, et en quelque sorte sont plus proches des malades. Alors c'est d'autant plus dommage que dans le serment d'Hippocrate, il est pourtant question d'être le médecin de l'âme en même temps que celui du corps. Mais je ne peux que constater que dans la médecine moderne, la médecine actuelle, on ne s'appuie plus que sur des connaissances physiologiques irréfutables, validées scientifiquement, selon des protocoles codifiés, par exemple des études randomisées ou des groupes tests. Le côté psychologique de la maladie, lui, n'est par définition jamais irréfutable ou validable par des études. On ne peut pas mesurer la psychologie, en tout cas pas au sens scientifique du terme. Donc pour résumer, pour la médecine, la maladie, c'est une rupture de l'état de santé. Les soignants se focalisent donc sur les conséquences, sur les symptômes cliniques de la pathologie, mais jamais sur les causes réelles. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Alors, dans le livre là que je vous ai présenté, l'un des points communs à tous les patients est qu'ils ont mis en avant, au travers de leur histoire personnelle, une véritable réflexion sur le côté mental face à la maladie, qui les condamnait pourtant à court terme, alors à la fois dans le déclenchement de leur maladie, mais aussi dans leur rémission et leur guérison. Donc ça, c'est super intéressant. Voilà, le déclenchement du cancer, on ne peut pas dire qu'il soit systématiquement imputable au psyché, pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, puisqu'en fait, ça peut venir d'un fort tabagisme, ça peut venir de plein de choses, mais
il me semble indéniable qu'un stress prolongé ou qu'un choc émotionnel fort sont des facteurs déclencheurs, non pas aggravants, mais déclencheurs chez de nombreux malades. Et je pense très objectivement que ça a été mon cas. Alors, je pourrais citer Freud. Alors, Freud, c'est une citation qui est dans le livre, que j'ai reprise, qui disait que la maladie doit être reconnue comme la solution la plus commode d'un conflit psychique. D'ailleurs, une des patientes, je crois que c'est la première dans les 11, là, a également écrit « Je dirais que je n'ai pas attrapé le cancer, car je sais que je suis en partie responsable de son apparition. Et comme j'en suis responsable, j'ai la possibilité d'en inverser le cours. » Si on part de cette hypothèse, le psyché, ça pourrait être donc un élément essentiel dans le processus de rémission et même de guérison, tout comme il est très souvent un facteur déclencheur du cancer. Si j'en suis arrivé à cette conclusion avant même de lire ce livre qui est très très intéressant et qui m'a conforté dans mon idée, c'est qu'inconsciemment, durant les premières semaines où la maladie a failli accessoirement m'emporter, j'ai réalisé un travail d'introspection et de questionnement sur le sens de ma vie et sur tout ce que je n'avais pas mis en œuvre pour être heureux. Dans ma vie d'avant, le stress était omniprésent, je courais tout le temps après le temps, pour réaliser des choses qui, au final, n'avaient peu d'importance dans mon bien-être. Et en écartant tout ce qu'en fait était là devant moi, qui était important pour moi. Je n'avais jamais appris à m'aimer moi-même, à prendre soin de mon âme. Alors, prendre soin de mon corps, ça je le savais, puisque j'ai toujours fait très attention à mon alimentation et j'ai toujours fait beaucoup de sport. Mais en réalité, le paraître passait avant l'être. Et je donnais finalement tout aux autres avant de me donner à moi-même. Et c'est le jour où j'ai repris le dessus sur la maladie, donc, où j'ai repris le dessus psychologiquement face à la fatalité. En fait, c'est le jour où la fatalité a laissé place à l'espoir. Et ce jour-là, donc grâce à mes deux amis, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, en moins de 24 heures, mon état s'est amélioré. Et je suis passé de mourant à combattant. Le jour d'avant, j'étais tout blanc, tout gris, affalé dans mon canapé, j'avais du mal à marcher, et le lendemain, j'avais repris des couleurs, et j'étais de bonne humeur, et en fait, il s'est passé quelque chose dans mon esprit, et depuis ce jour-là, j'ai chaque jour amélioré mon état physiologique en travaillant notamment sur mon bien-être psychologique, en plus de reprendre tout doucement, puisque c'est à ce moment-là que j'ai décidé de reprendre une toute petite activité quotidienne, donc moi c'était au travers de la cuisine au départ, et puis aussi de faire des recherches plus avancées au niveau alimentaire, et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à apporter notamment de la vitamine D, de la vitamine C liposomale, etc. Donc ça je vous renvoie sur mes anciennes vidéos, sur les petites choses que j'ai mis en place au niveau de l'alimentation. Alors qu'est-ce que j'ai fait au niveau mental ? Eh bien j'ai commencé à faire de la méditation, de l'autosuggestion, des exercices de visualisation de la guérison. J'ai travaillé sur l'amour de soi, de son âme, de son corps. Donc ça, c'est toutes ces choses que j'ai essayé de mettre progressivement en œuvre pour améliorer mon état mental et par extension mon état physique. Alors ça n'a pas été, j'ai pas tout mis en place d'un seul coup, ça a été très progressif, et il y a même, je vous l'avoue, des jours où certaines choses, je ne les fais pas. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est véritablement, ça fonctionne. Et pour moi, la preuve en est que j'ai su supporter un protocole de chimio, donc la chimio que j'ai eue au départ, qui était la plus forte qui existait pour ma pathologie. Donc j'avais un protocole avec 5 produits. Lors des séances de chimio en ambulatoire, j'avais 7 heures sous perfusion, plus 48 heures avec un infuseur. Malgré cela, et malgré le fait que des infirmières m'ont d'ailleurs dit que y en a une qui m'a dit que c'était la première fois qu'elle voyait un patient qui arrivait jusqu'au bout de la cure. Malgré ça, je n'ai presque eu aucun effet secondaire. Alors j'en ai eu, j'en ai parlé. Et ça, je le mets sur le travail de la psychologie que j'ai réalisé avant chaque séance et pendant chaque séance, en codifiant clairement dans ma tête les bienfaits que chaque produit qui m'est injecté pouvait m'apporter. Et j'essaie de visualiser en fait chaque produit qu'on m'injectait, comment il allait fonctionner sur mon organisme et permettre de me soigner. Alors aujourd'hui encore, je travaille sur le mental pour cibler des petites choses qui doivent être améliorées, et donc ça je vous en reparlerai ultérieurement, je pense. Et je pense que globalement je suis quand même une preuve vivante que ça fonctionne, parce que fin juillet, lors de ma seconde hospitalisation, j'étais
je l'ai su après, on ne me l'a pas dit en face le jour J, bien évidemment, mais j'étais mourant, et beaucoup de personnes ne donnaient pas cher de ma vie. En fait, beaucoup de soignants, et notamment les ambulanciers, quand ils m'ont emmené, eux, ils sont habitués, hein, ils ont transporté des centaines de patients, ils me l'ont dit après, quelques temps après, que ce jour-là, quand ils m'ont emmené, ils pensaient réellement que je n'allais pas sortir vivant de l'hôpital. Et pourtant, je suis bien vivant, et je suis plus que jamais décidé à battre définitivement le cancer. Et ça se passe ici aussi. Bien évidemment, je vais poursuivre le traitement qu'on va me donner. L'un ne va pas sans l'autre. Mais en tout cas, je suis intimement persuadé que le mental joue un rôle capital dans le combat contre le cancer. N'hésitez pas à me donner votre avis à ce sujet, à commenter, que peut-être que vous n'êtes pas du même avis que moi, ou peut-être que vous avez mis en place des choses dont je n'ai pas parlé, ou que vous avez des avis un petit peu divergents sur certains détails que je vous ai donnés. N'hésitez pas. Voilà, l'objectif de cette vidéo, c'est un petit peu d'échanger avec d'autres malades ou anciens malades, ou pourquoi pas même des soignants ou des accompagnants, puisque je pense que c'est un élément très important dans la maladie. Merci et à très bientôt.